Alors, avant de passer la parole, je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire et qui m'apparaît extrêmement important, le couple liberté-répression. La liberté du côté de l'auteur, la répression ou le fait de ne pas être libre du côté du lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, le lecteur se confronte aux lois du réel de la fiction, qui sont intangibles. Et l'auteur n'est libre que pendant qu'il écrit. Une fois que le livre est fait, il n'est même plus libre, lui, par rapport à son livre. Voilà. Et je trouvais ça, je trouvais ça important. Et après, une autre question qui est tout à fait intéressante du point de vue de l'écriture et d'un généticien qui s'occupe de linguistique, c'est tout ce que vous avez ouvert comme réflexion sur comment l'écriture change avec l'ordinateur, avec le problème de la répétition, de la syntaxe, où les connecteurs, on essaye d'échapper aux connecteurs cependant, puisque, etc., pour pouvoir déplacer les paragraphes. Et j'aimerais bien, là, si vous pouviez, vous avez évoqué ce changement d'écriture, si vous pouviez développer un peu, est-ce que vous l'avez remarqué chez vous précisément, ou est-ce que vous pensez que ça va donner lieu effectivement à une nouvelle façon d'écrire en général? Non, je l'ai remarqué chez moi, comme ruse que je mets en œuvre. Si j'écris ou bien un texte en anglais ou un texte que je pense qu'il est... Maintenant, même en italien, parce que je pense toujours que je pourrais déplacer le paragraphe. Pour parler des autres, je devrais avoir un échantillon de chercheurs dont je suis sûr qu'ils emploient l'ordinateur, qui ont commencé à l'employer le jour tel ou tel, faire une recherche stylistique sur tous les textes précédents. Non, je ne l'ai pas fait. Oui. Et peut-être c'est trop tôt. C'est trop tôt. J'ai un peu de mal à vous suivre quand vous parlez de l'influence de l'ordinateur sur une écriture qui n'est pas une écriture d'essai, mais une écriture de création. Et je voudrais revenir à cet exemple de la répétition et de l'écrivain qui utilise la répétition. Vous avez dit il y a deux solutions. Ou c'est merveilleux, il va pouvoir corriger ses répétitions, d'abord les découvrir et puis les corriger, et c'est positif. Ou alors c'est négatif, parce que c'est justement dans ces répétitions qu'il y avait les métaphores obsédantes. Un effet d'écriture, mais je pense que s'il y a une métaphore obsédante, il ne cherchera pas la répétition. Oui, c'est évident s'il y a vraiment une métaphore obsédante. Ma question est, que le teinte soit rose pour Nerval, c'était métaphore obsédante ou automatisme linguistique qui l'a mené à écrire comme ça, et après il n'avait pas tellement le temps de relire. Alors, il y a deux cas où nous voyons très clairement que, par exemple, je dis qu'il y a Bouquet qui revient 9 fois. Mais Bouquet a une valeur symbolique dans l'histoire, parce qu'il y a le bouquet d'Isis, après on donne le bouquet à Adrienne. Alors c'est une espèce d'échange floral qui continue tout au long de l'histoire. Alors on peut penser que la répétition de Bouquet était voulue. Dans telle mesure que j'avais des problèmes en italien parce que bouquet se traduit avec mazzo, et mazzo en italien c'est pas beau comme bouquet. Et alors j'ai dû varier. Oui, mais l'ordinateur dans ce cas-là ne pourra faire que du bien à Nerval, ou c'est une métaphore obsédante, il ne va pas la changer, ou c'est une répétition qu'il n'a pas découvert, alors il va la changer. L'ordinateur, lui, ne dans ce cas-là, évidemment, si Nerval avait l'ordinateur, aurait dit Bouquet 9 fois, ça me convient. Peut-être il aurait dit ça me convient 8 fois. Parce qu'il y a une fois où pour parler d'un petit un bosquet,
il dit un bouquet d'arbres. Et alors, ce n'est pas un moment d'offrande de fleurs. Là, c'est peut-être une répétition. Peut-être, avec l'ordinateur, il aurait employé bouquet 8 fois et pas 9. J'ai l'impression que s'il aurait réfléchi un moment, il aurait substitué 2 fois la peau à lait de paysan, parce que c'était une répétition qui n'avait aucune fonction. Il a une fonction seulement une fois que la peau à lait est de Sylvie, parce qu'il faut la mettre en opposition avec la peau d'Adrienne qui est blanche. Peut-être il aurait changé. Je ne peux pas faire des prévisions posthumes. Et l'ordinateur, il va servir à écrire ce qu'on a envie d'écrire et d'éviter de ne pas l'écrire. Mais il ne va pas me forcer à écrire autre chose. Et non, madame, parfois, il faut échapper à nos désirs. Parfois, j'ai envie de faire quelque chose et je tords. Parfois, j'aurais voulu peut-être réduire encore d'une ligne ma page et j'aurais eu tort. Et un bon critique pourrait me dire, non, arrête, pourquoi condenser encore? Mais évidemment, je fais des hypothèses générales. Je dis seulement que ça va changer dans quelques mesures le style ou le résultat de quelqu'un. Pas probablement de tout le monde. Et nous, peut-être, le saurons jamais. Sauf faire la critique des variantes et découvrir quand tel auteur avait employé 255 fois le même mot, et après, dans la version finale, les variations ont été réduites. On voit que là, il y a eu un contrôle, probablement. Et c'est au critique de prononcer son jugement et dire que ce résultat a été positif. Je peux imaginer un style où une variété trop grande de synonymes est dérangeante. Pourquoi? Je suis sûr que le Buono de Manzoni avait une fonction stratégique très importante. D'ailleurs, il voulait écrire un livre populaire et qui fût compréhensible au grand public. S'il avait changé les termes ou employé des termes les plus archaïques, tandis on voit que de la version 27 à la version 40, il a fait des modifications, mais dans le terme dit de ce que pour lui c'était un arrangement populaire de la langue en suivant la règle toscane. Donc il avait un critère. Alors peut-être s'il avait éliminé tous les buono, son style aurait été... Il n'aurait pas été Manzoni, mais D'Annunzio. Il ne valait pas la peine. Egregio signor. Je ne vais pas vous parler du thème, l'ordinateur. Je suis peut-être à côté, mais j'aime beaucoup Victor Hugo. J'ai toujours aimé Victor Hugo. Et vous avez parlé de la bataille de Waterloo dans Les Misérables. Tout ce que je sais sur l'épopée napoléonienne, je l'ai apprise dans les 50 pages des Misérables. Mais si ce n'était pas Victor Hugo, si c'était un écrivain méconnu, un petit écrivain, vous connaissez mieux que moi Les Misérables, Jean Valjean part de Montreuil-sur-Mer et il va à Montfermeil sortir des griffes de l'horrible Thénardier, la petite Cosette. Le Thénardier étant le détrousseur de cadavres de la bataille de Waterloo. Si c'était un petit écrivain minable, comment oserait-il faire cette parenthèse, cette digression, cette enflure de 50 pages? Alors, ma question est la suivante. On n'est pas Victor Hugo, mais est-ce qu'un écrivain méconnu peut se permettre de faire de telles digressions? La plus grande partie des écrivains qui font des digressions comme ça restent méconnus. Le coup de génie est d'avoir réussi à faire la digression en continuant à fasciner le lecteur. Merci. Au fait, j'aurais envie de revenir sur la question de l'hypertexte
que vous avez abordé à la fin, j'ai beaucoup apprécié votre défense de l'hypertexte comme forme constante dans la littérature. Et l'on pense bien sûr à Sterne, par exemple. L'on pense peut-être aussi au système concentrique de la Divine Comédie ou, pourquoi pas, à l'arborescence de la comédie humaine chez Balzac. Mais je ne sais pas si vous êtes arrivé au bout de votre réflexion sur vous-même, sur les structures narratives. Est-ce que cela a changé, effectivement, d'avoir Word Millennium pour écrire Baudolino? Est-ce que les structures narratives ont été différentes? Et surtout, question un peu plus générale que j'ai envie de vous poser, parce que vous n'avez pas jamais employé le terme de postmoderne. Mais je crois que vous y êtes pour quelque chose dans cette question du postmoderne. Comme le dirait un personnage de Tabou au fantôme de Pessoa qu'il rencontre dans Requiem. Vous n'êtes pas un fantôme, heureusement vous êtes encore vivant. Donc j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que l'hypertexte est une forme qui définit cette littérature dite postmoderne? Et est-ce que vous y croyez finalement à ce postmoderne? Trois réponses. Non, je ne crois pas que l'ordinateur a changé l'idée de la structure narrative dans mon dernier roman, sinon dans le sens que je dis, qui m'est aidé à m'éclaircir la convénience de l'emploi de certains temps verbaux plutôt que d'autres. Mais enfin, avec un peu de fatigue, j'aurais réussi également sans l'ordinateur. Deuxième, arrivé à la fin de ma vie, j'ai peur de ne pas savoir qu'est-ce que ça signifie le terme postmoderne. Troisième, je ne vois aucun rapport entre le postmoderne et certaines théories de l'hypertexte. Mais écoutez, je parle de ces théories qui ont été produites aux États-Unis, et en particulier dans le milieu de la Brown University, Landau et d'autres qui sont des chers amis, qui ont essayé de voir dans l'hypertexte quelque chose de très lié à la déconstruction et même à beaucoup de théories du postmoderne. Je crois que, selon moi, c'est exagéré. Mais même là, il y a des gens qui ont fait des exercices de production hypertextuelle, qui est une autre histoire. Hein. Je peux jouer. Enfin, on faisait les cadavres esquis dans cette ville auparavant. Donc on peut jouer, et je dis que ça, ce sont des jeux littéraires très intéressants. Enfin, je suis un oulipienne, grand satrape du collège de pataphysique, transcendant satrape du collège de pataphysique. Imaginez-moi s'il ne me plaît pas l'idée des gens qui se mettent à jouer avec des tests pour produire des variations. C'est le principe de l'anagramme qui est généralisé et élargi aux structures narratives. Ce qui me fait sourire, c'est l'idée que ça, c'est la façon d'échapper à la fonction répressive du texte fini et l'autorité de l'auteur. C'est ça non, il y a l'autorité de Beethoven. Beethoven, c'est ça. Après, il y a la liberté de la jam session, et c'est une autre histoire, où il ne peut pas faire une métaphysique du jazz comme d'un acte révolutionnaire qui fait nous échapper de la répressivité fasciste de Bach. Voilà. Ça me fait rire. Voilà. Oui, je crois qu'il y a un peu de confusion qui s'infiltre à travers le thème de créativité, parce que quand Queneau s'amuse à écrire les dialogues sur la plateforme d'un autobus, c'est de la créativité. Mais si moi, lecteur, je décide maintenant que les gens prennent le taxi, j'ai rien créé. Il faudrait que j'ai été capable de l'écrire. Et si je décide que le prince André ne meurt pas, ça ne fait pas encore de moi un Tolstoï. C'est-à-dire que la créativité ne peut pas être réduite à l'idée qu'on introduit un nouvel élément narratif. Il faudrait qu'elle concerne la possibilité de création dans la langue
de la part d'un lecteur. Et alors, s'il la possède, il n'a plus besoin de l'hypertexte. Vous avez dit mieux ce que j'ai essayé de dire, oui. Une autre question? Pas d'autres questions? Alors nous vous remercions. Non, on pourrait dire que les exercices de style de Queneau, c'est une excellente proposition hypertextuelle parce que puisqu'il n'a pas employé toutes les figures rhétoriques, avec ses 100 figures rhétoriques, il nous donne, pour ainsi dire, l'amorce, et nous pourrions continuer à faire. Moi, j'ai traduit les exercices de style en italien, et là où il avait fait 2 lipogrammes, je ne me souviens pas, j'en ai fait 5. Parce qu'il était déjà mort, donc je pouvais me permettre cet acte de liberté. Il avait commencé un jeu, alors je voulais le continuer. Mais là, on est à la limite entre le texte fini et le texte comme proposition de jeu infini. Bon, pardon. Et Amarel de Cortázar. Et l'Amarel de Cortázar. Oui. Qui est un hypertexte, de cette manière. Oui. Oui, là, aussi, si. Je crois, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, encore une question. Oui, c'est une curiosité. Je voulais savoir, vous avez dit que pour l'un de vos livres, finalement, le livre était guidé par la fin. Quel est le rôle des incipites dans votre écriture? Il m'a semblé que pour le pendule de Foucault, la première phrase ne bougeait pas alors que vous aviez énormément travaillé le second paragraphe. Est-ce que c'est un élément génératif ou est-ce qu'il n'y a pas de règle? Enfin, voilà ma question. Oui, c'est une belle question parce que dans le cas du pendule, il m'est venu cet incipit-là, ça m'a plu, et oui, ça a été fondamental pour continuer le reste. Dans une autre histoire, je pourrais dire, j'aurais pu faire différemment. Vous verrez, dans Baudoline, il y a 10 pages dans un langage pseudo-populaire médiéval, mais même s'il commençait d'une façon différente, c'était le même. Ce qui comptait, c'était les 10 pages. Tandis que, oui, pour le pendule, cette phrase... il y a des phénomènes, vous savez, par exemple, le titre « Le nom de la rose », c'était le 10e d'une liste de titres que j'avais dans ma tête, et le dernier auquel je pensais, je l'ai choisi presque par hasard, en disant c'est le plus stupide, donc ça n'impose pas une interprétation donnée. Non, au contraire, il a imposé des interprétations. Tandis que le pendule de Foucault, j'oserais dire, je commençais à écrire le livre pour écrire un livre intitulé Le pendule de Foucault. Lorsqu'un ami m'a dit c'est un titre trop difficile, tu dois le changer, et j'ai dit peux pas, c'est son titre. Et je continuais là, têtu, tandis que pour le livre suivant, j'oscillais entre 2 titres. Dans Baudoline, non, je savais que c'était Baudoline et fini. Donc, il n'y a pas une règle, vous savez. Parfois, vous tombez amoureux d'une phrase, d'une expression, et vous jouez tout là, et la fois suivante. Donc, il n'y a pas une magie des incipites. Parfois, oui. Mais ça, c'est un problème qui m'intéresse. J'ai même écrit la préface pour un recueil qu'on a fait en Italie d'incipites, 300 pages d'incipites de tout le roman du monde, qui est très beau. Et parfois, il y a des livres oubliés qui ne vaut rien et qui commencent d'une façon ailée. Et des autres... Pas d'autres questions? Pas de regrets? Merci.